La vie est apparue sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Elle a atteint depuis lors une perfection et une beauté étonnantes. Une merveilleuse planète pleine de diversité et de vie, dont le plus grand miracle est bien celui de l'amour. C'est souvent ainsi que cela commence. Deux personnes décident de partager leur vie dans l'espoir de construire une famille. Et l'une des plus belles aventures de l'existence, c'est bien quand deux personnes deviennent trois. Depuis des millions d'années, les gènes humains sont transmis d'une génération à l'autre. Chez l'homme, le transport de ces gènes est assuré par les spermatozoïdes. Il s'en crée 100 millions par jour, un nombre incroyable qui correspond à 1000 nouveaux spermatozoïdes par seconde. Et ce qui est fantastique, c'est que chacun possède un code génétique différent. Cette énorme production s'effectue dans les deux unités de fabrication du sperme chez l'homme, les testicules. Ils sont constitués de nombreux tubes hélicoïdaux minuscules. La longueur totale de ces tubes peut atteindre 800 mètres dans chacun des testicules. Et un spermatozoïde met 10 semaines à se développer. Voici l'intérieur de l'un de ces tubes, dans lequel se trouve la chaîne de montage des spermatozoïdes. Les cellules souches sont accrochées le long des parois des tubes. Puis elles se divisent et se déplacent vers le centre du conduit pour entamer leur période de maturation. Au fil des semaines, ces cellules développent une tête, un col et une queue appelée flagelle. Une fois constitué, le spermatozoïde est alors devenu un messager qui doit livrer un colis très spécial renfermant les gènes de l'homme. Pour réussir, le spermatozoïde, qui contient une moitié des chromosomes, doit toutefois d'abord rencontrer l'ovule de la femme qui renferme l'autre moitié et s'unir avec lui. Mais l'espérance de vie d'un spermatozoïde n'est cependant que de 5 jours au maximum. Le corps d'une femme a une approche un peu différente pour transmettre ses gènes. Le mécanisme de reproduction féminin est en effet consacré à la qualité plutôt qu'à la quantité. Au moment de sa naissance, les 2 ovaires d'une femme contiennent 1 million d'ovules immatures, dont 400 000 seulement existeront encore au moment de la puberté. Mais de ce nombre, un seul œuf parviendra chaque mois à maturation au cours de sa période de fertilité, c'est-à-dire environ 400 au cours de la vie d'une femme. On voit ici l'ovaire à gauche, avec les franges des trompes de Fallope à droite. Lorsqu'il est prêt, le follicule se déplace vers le bord de l'ovaire, où il va se remplir de liquide, la pression augmente, et c'est la rupture. Entouré d'une énorme quantité de cellules produisant des hormones, l'ovule est alors expulsé de l'ovaire. Un drame tranquille de la nature, mais beaucoup de femmes perçoivent le moment exact où se produit l'ovulation. Des milliers de cellules nutritives accompagnent l'ovule pour lui fournir de la nourriture pendant les quelques jours de sa vie. L'ovule, qui se trouve ici en bas à gauche, n'est pas plus gros que la pointe d'une aiguille. Les franges très souples des trompes de Fallope
tente de capturer l'ovule. Et celui-ci disparaît alors dans la trompe en compagnie des cellules nutritives pour entamer son voyage vers l'utérus. C'est le début d'un périple fantastique que nous suivons ici dans la trompe de Fallope, dont l'apogée sera la rencontre de l'ovule avec les spermatozoïdes. En réalité, le voyage dure un peu plus de 4 jours, même si les trompes ne mesurent que 15 cm. Dans un mouvement synchronisé, des millions de minuscules cellules ciliées font avancer l'ovule. Un ovule minuscule qui contient pourtant tout ce qu'il faut pour créer une nouvelle vie. Tout, sauf ce que va lui apporter le sperme, ce colis contenant le patrimoine génétique de l'homme et son ADN. Mais le temps presse, l'œuf doit être fertilisé moins de 24 heures après l'ovulation, sinon il va mourir. La reproduction sexuelle est un combat contre la pression du temps, et c'est une affaire compliquée et risquée. Alors pourquoi se donner tant de mal? D'abord, vous devez trouver quelqu'un que vous aimez bien et qui vous aime bien. Et même si vous découvrez la perle, vous ne pourrez transmettre à vos enfants que la moitié de vos gènes. Les toutes premières formes de vie, comme ces bactéries, ne se donnaient pas tant de mal. Elles se reproduisaient sans sexe, tout simplement en se clonant. Et même ces organismes aquatiques primitifs font des copies conformes d'eux-mêmes. Voilà le processus de la division. Une cellule se scinde en 2 parties et chacune comporte ensuite exactement le même patrimoine génétique. En fait, nous ne savons pas comment l'évolution a créé les sexes, mais nous savons pourquoi. La reproduction sexuelle assure les diversités indispensables dans les espèces et un taux de survie correct. Voilà pourquoi elle s'est tellement propagée. La reproduction sexuelle semble exiger l'observation de rites dont les variations sont infinies. Chaque espèce a en effet sa propre méthode. Les animaux, aussi bien que les humains. Le flirt est un stratagème très ancien en matière de reproduction. Et les regards, tout comme les sourires, tiennent une place importante dans le rituel des humains. Et comme on dit, il faut que le courant passe pour que ça marche. On sait que dans la nature, les mécanismes de reproduction sont influencés par les odeurs, provoquées par des molécules chimiques que l'on voit ici agrandies 2 millions de fois grâce à un microscope électronique. Ces molécules chimiques s'appellent des phéromones. Certains scientifiques pensent d'ailleurs qu'elles ont aussi une influence sur la sexualité des humains. Il existe en effet un organe sensitif particulier qui enregistre les signaux de la phéromone et les transmet au cerveau. Il se trouve au fond du nez. Il a une forme arrondie, comme on le voit ici, au milieu de l'image. Toucher et reconnaître l'odeur de l'être que l'on aime est souvent une expérience chaleureuse. Le corps du bien-aimé ruisselle littéralement de produits chimiques, dont certains ressemblent fortement à des amphétamines et créent ainsi une excitation naturelle. La caméra thermique enregistre l'élévation de la température du corps et l'excitation sexuelle a un effet puissant sur toutes les fonctions et les sens du corps humain.
Une caméra thermique observe ici comment les parties froides, en bleu, virent au vert pour devenir ensuite très rouges quand le sang afflue dans les tissus spongieux du pénis. Des substances spéciales indiquent en effet aux vaisseaux sanguins qu'ils doivent se détendre et laisser passer le sang. Dans les testicules, la température, ici en bleu, est toujours inférieure de quelques degrés à celle du reste du corps. Et c'est ici que des millions de spermatozoïdes se préparent à leur long voyage. À un signal donné par le système nerveux, une série de contractions musculaires va éjecter l'immense armada. Le sperme commence par emprunter le canal déférent, un conduit d'environ 40 cm formant une boucle à l'intérieur du corps. L'éjaculation est ensuite le résultat d'une succession de phénomènes physiques et psychologiques très compliqués qui exigent la coopération de plusieurs glandes dans un ordre précis et à un moment très précis. Nous sommes maintenant dans l'urètre, le tunnel par lequel l'armada va passer, juste avant que 500 millions de spermatozoïdes arrivent dans le vagin de la femme. Et c'est alors le début d'une lutte fantastique pour la survie et le succès. Car pour protéger la femme des infections extérieures, le vagin contient une matière acide qui est aussi meurtrière pour les spermatozoïdes, à tel point que 20% d'entre eux vont périr presque instantanément. Beaucoup sont déformés, d'autres ont 2 flagelles. On estime qu'environ 40% des spermatozoïdes d'un homme en bonne santé ne pourront pas accomplir leur mission. Mais ceux qui sont robustes progressent et il n'y a qu'une seule issue qui passe par le col de l'utérus. Mais celui-ci est en général obstrué par des mucosités qui interdisent aux bactéries et donc aussi aux spermatozoïdes d'aller plus loin. Or, ces mucosités ne se rétractent que quelques jours par mois pour former des canaux très fins. Alors, si c'est le bon moment, les spermatozoïdes trouveront le chemin de l'utérus et se rapprocheront de leur destination finale, l'ovule, qui se trouve à 15 cm dans les trompes de Fallope. Mais c'est une énorme distance pour ces minuscules spermatozoïdes mesurant 0,06 de millimètre. Et seuls quelques milliers d'entre eux parviendront à l'utérus après avoir effectué 1000 mouvements ondulatoires avec leurs flagelles pour parcourir 1 seul centimètre. Ce sont toutefois d'excellents nageurs et le groupe de tête atteindra les trompes de Fallope en moins de 30 minutes. Une fois à l'intérieur, le voyage devient encore plus difficile. Les spermatozoïdes doivent maintenant nager contre le courant provoqué par les franges qui tentent de faire avancer l'ovule. Et si une ovulation ne s'est pas produite récemment, c'est ici qu'ils devront attendre le passage d'un œuf. Mais leur espérance de vie n'est que de 5 jours. Leur maturation s'est en effet poursuivie tout au long du voyage et ils sont maintenant prêts pour la conception. Même si la synchronisation est parfaite, il n'existe cependant aucune garantie que la conception aura lieu. Parmi les millions de spermatozoïdes qui ont entamé ce voyage, seules quelques centaines vont atteindre l'œuf. Et le processus de sélection continue alors qu'ils nagent près de celui-ci. Les cellules nutritives forment une sorte de couronne autour de l'œuf que les spermatozoïdes vont devoir percer s'ils veulent aller plus loin. Certains restent bloqués contre l'œuf, qui est 85 000 fois plus grand qu'eux. Mais d'autres coopèrent avec énergie pour dissoudre les cellules à l'aide des enzymes spéciales qu'ils ont dans leur tête. Et quelques-uns seulement parmi les plus dynamiques parviendront enfin à destination après un total de plus de 20 000 mouvements ondulatoires. Mais il reste encore un obstacle. La surface extérieure de l'œuf est dure
Mais bien heureusement, elle sait reconnaître un spermatozoïde. Alors les protéines de l'œuf s'unissent avec celles du nouvel arrivant. La tête du spermatozoïde va maintenant subir une transformation radicale. Son capuchon commence à se briser et le spermatozoïde se fraye un chemin pour surmonter l'ultime obstacle important. Voilà le vainqueur terminant son parcours. Unique champion parmi 500 millions de spermatozoïdes. Immédiatement, une réaction chimique modifie la surface de l'ovule et ferme l'accès derrière le spermatozoïde. Car si un second parvenait à entrer, il y aurait alors trop de chromosomes dans la cellule et ce serait un désastre. Une fois que le spermatozoïde est dans l'œuf, son flagelle ne lui sert plus à rien et il se sépare alors de la tête, dont le précieux contenu est maintenant apparent. Voilà, le voyage est terminé. Et le vainqueur peut enfin livrer son bagage génétique. Chaque spermatozoïde possède 23 chromosomes qui contiennent la moitié de l'ADN nécessaire pour créer et développer un être humain. Et à l'intérieur de chaque chromosome se trouvent les grappes de gènes contenant la moitié de l'ADN du père, dont on voit ici les filaments qui sont agrandis quelques centaines de milliers de fois. Voilà le moment qu'attendait l'ovule. Il devient subitement actif, mais contrairement au spermatozoïde, n'est pas encore tout à fait prêt pour la conception. Elle n'aura lieu que lorsque le spermatozoïde aura atteint sa destination et libéré la moitié de son bagage génétique dans ce que l'on appelle le corps polaire, que l'on voit ici au bord de l'ovule. On distingue maintenant deux petits points avec des gènes. L'un appartient au père et l'autre à la mère. Ils se rapprochent très lentement l'un de l'autre. Leur union est un processus extrêmement délicat. À la plus petite erreur, l'embryon pourrait mourir ou développer un fœtus déformé. En fait, près de la moitié des conceptions échouent. Mais nous assistons ici à l'aboutissement d'une union parfaite. C'est à la reproduction sexuelle que l'on doit la grande variété des êtres humains. Nous appartenons tous à la même espèce, mais chacun de nous est unique, après avoir reçu ses caractéristiques au moment de la conception. Il a le nez de sa mère et la couleur des cheveux, qu'elle a elle-même hérité de son père. Chacun de nous possède une série de gènes totalement uniques. Il existe quand même quelques exceptions, comme les vrais jumeaux par exemple, qui ont un ADN identique, la copie de leur visage et de leur corps ayant été formés plus tard. Un processus de développement qui a débuté lors de la conception. L'ovule contient maintenant toutes les informations nécessaires pour créer un être humain. Mais il lui faut encore d'autres éléments, c'est-à-dire d'autres cellules, pour permettre le développement des bras, des jambes et du cerveau. L'œuf doit alors se diviser, et les chromosomes vont créer des copies conformes d'eux-mêmes. Les deux séries de chromosomes se séparent et une membrane se développe entre eux. Ce processus spectaculaire se poursuit. Chacune de ces cellules pourrait très bien devenir un être humain, car elles n'ont pas encore eu le temps de se spécialiser. 4 cellules se transforment en 8,
qui deviennent 16. Vous assistez maintenant au développement d'un être humain. La séquence a été filmée au rythme d'une image par minute sur une période de 2 jours et demi. Et les images sont agrandies 2000 fois. L'œuf poursuit son chemin dans les trompes de Fallope en se divisant 2 fois par jour. Mais il ne grandit pas, au contraire il se scinde en parties qui deviennent de plus en plus petites. L'œuf fertilisé est désormais constitué par des centaines de cellules qui vont s'organiser entre elles pour développer un nouvel être humain. Environ 4 jours après la conception, l'œuf achève son voyage dans les trompes. Il arrive dans l'utérus. Nous sommes maintenant dans l'utérus, où le petit œuf vient d'arriver par l'ouverture claire située en haut à droite. Il absorbe du fluide et les cellules se séparent dans la coquille. Certaines forment une mince paroi extérieure, alors que d'autres s'agglutinent en une petite masse noire qui va devenir le bébé. Et les cellules de la paroi extérieure vont-elles se transformer en placenta. Des milliers de cellules forment maintenant l'embryon et consomment une grande quantité d'énergie. L'espace et la nourriture viennent à manquer à l'intérieur de la coquille solide, et pour pouvoir grandir encore, l'embryon doit trouver une nouvelle source d'alimentation. Il lui faut donc absolument sortir de sa coquille. Le 5e jour, l'embryon produit des enzymes très puissantes qui vont creuser dans la coquille un trou minuscule par lequel le contenu va s'extraire. Ces images ont aussi été prises toutes les 60 secondes. Et le processus auquel nous assistons se déroule en réalité en 24 heures. Les scientifiques appellent cette phase spectaculaire de notre création l'éclosion. Ce n'est rien de moins que la première naissance de l'être humain dont le développement a débuté. Et il n'y en aura pas d'autre avant 9 mois. Le processus n'avait jamais été filmé intégralement auparavant. Vous voyez les éléments, grossis près de 2000 fois, qui vont servir à façonner un nouvel être humain. Pendant plusieurs jours, le petit groupe de cellules va alors chercher un endroit convenable pour se poser sur le revêtement de l'utérus où se trouvent les éléments nutritifs. Grâce au microscope électronique, nous voyons que l'embryon, qui a maintenant une semaine, s'est enfin posé à la surface des parois de l'utérus, dans lesquelles il va presque immédiatement commencer à creuser. En écartant les tissus, les cellules de l'embryon atteignent les éléments nutritifs, une sorte de lait utérin, et de l'oxygène peut maintenant pénétrer dans l'embryon. Ce que l'on appelle le processus de différenciation des cellules a déjà commencé. Certaines cellules savent qu'elles vont former l'embryon et d'autres que leur tâche consiste à créer le placenta. Nous voyons maintenant le même processus grâce à cette séquence filmée unique. D'abord, la taille de l'embryon augmente car il absorbe le liquide et les aliments fournis par la mère. Puis, il semble redevenir plus petit, mais c'est en fait parce qu'il s'enfonce profondément dans les parois de l'utérus.
Il va d'ailleurs totalement y disparaître quelques jours plus tard, alors qu'il mesure environ 1 millimètre. Voici la phase suivante du développement. La partie supérieure de l'embryon devient la poche fœtale et la partie inférieure se transforme en une réserve d'aliments qui disparaîtra plus tard. Le petit disque situé entre les deux va accomplir une fantastique métamorphose. Il va s'allonger pendant 5 jours et changer de forme. Cette animation nous montre le bord qui se plie et va toucher la partie inférieure. C'est l'amorce de tous les organes physiques, comme par exemple le cœur et le foie. Un sillon se développe alors sur la couche supérieure de cellules pour former un conduit, l'ébauche du système nerveux et du cerveau. Pendant ce temps, une autre couche de cellules se regroupe en éléments qui vont constituer le squelette et le système musculaire. Et beaucoup de personnes estiment que la vie humaine commence juste à ce moment-là, au terme de la formation de ce disque tridermique. 3 semaines se sont écoulées depuis la conception. Voici en haut de l'écran l'ébauche d'un cerveau, dont les 2 moitiés ont pris cet aspect quelques jours plus tard. Il s'agit toujours du même embryon, mais vu au microscope électronique. Les 2 moitiés du cerveau vont se refermer dans 2 ou 3 jours. Et lorsque le bébé naîtra, son cerveau contiendra le nombre incroyable de 10 milliards de cellules nerveuses. Certains estiment que cet énorme cerveau est l'arme secrète de l'espèce humaine qui nous différencie de toutes les autres formes de vie sur Terre. Ces images uniques montrent la formation des cellules nerveuses dans le lobe frontal du cerveau de l'embryon. La production est soutenue et 100 000 nouvelles cellules s'ajoutent chaque minute au cerveau. Couche après couche, les premières cellules commencent à former le cortex cérébral, où apparaissent les circuits réservés aux impulsions électriques qui constitueront nos pensées et nos sentiments. On a cru pendant longtemps que la production des cellules du cerveau s'arrêtait à la naissance, mais on sait aujourd'hui qu'elle se poursuit jusqu'à l'âge adulte. Voici la tête de l'embryon avec son cerveau de profil. Filmé alors qu'il repose dans l'utérus avec des parties du placenta, le bébé a maintenant 24 jours. On voit déjà son cœur au centre et on distingue même les 2 ventricules. Il existe à l'intérieur de l'embryon un groupe de cellules étonnantes que l'on a appelées les cellules souches. Ce sont elles qui constituent la base de la spécialisation des cellules destinées au développement des divers organes. On ne sait d'ailleurs toujours pas comment un œuf fertilisé est capable de se transformer en cellules complètement différentes. À un signal donné, au centre de la cellule souche, ou près de celui-ci, apparaissent des cellules graisseuses. C'est la réserve d'énergie du corps. Ou des cellules conjonctives qui guérissent nos blessures. Ou d'autres encore qui vont créer le cartilage du corps humain. Ici, les cellules souches ont entrepris de développer l'appareil circulatoire de l'embryon. Les cellules endothéliales commencent d'abord par entrer en contact grâce à de petits appendices. Et voilà une vue d'ensemble de ce processus. Ce que nous allons voir maintenant est un vrai miracle de la nature. Les cellules qui sont programmées pour produire les vaisseaux sanguins du corps s'unissent les unes aux autres pour constituer une longue formation cohésive. Les premiers vaisseaux de l'embryon sont maintenant en cours de formation. Et on se demande vraiment comment ces cellules ont su que leur mission était de créer les vaisseaux sanguins. Et comment elles font pour s'attacher les unes aux autres? Eh bien, ce sont des questions auxquelles des scientifiques du monde entier cherchent toujours des réponses.
Mais la nature elle-même sait très bien comment faire passer les globules rouges et leurs molécules d'oxygène à travers les vaisseaux. Ensuite, des vaisseaux plus larges et plus efficaces sont constitués. Mais les cellules souches connaissent encore d'autres manières de se transformer. En voici quelques-unes qui commencent à se contracter d'une manière rythmée. Elles sont devenues les cellules du cœur. Nous voyons ici le cœur d'un futur être humain commencer à battre. Quant à ces cellules musculaires, elles apparaîtront à un stade ultérieur du développement du cœur. Après 5 semaines, l'embryon mesure 8 mm de long, mais ressemble plus à un protozoaire préhistorique qu'à un être humain. La minuscule colonne vertébrale s'enroule comme une petite queue, un rappel de l'évolution de l'espèce humaine au cours des millions d'années. À ce stade, tous les vertébrés se ressemblent d'une manière étonnante. Qu'il s'agisse d'un oiseau, comme ici, ou d'un cochon, ou d'un être humain. L'embryon a maintenant 5 semaines et flotte dans sa poche comme s'il était en apesanteur. Et le voici quelques jours plus tard. C'est toujours le même embryon, mais on le voit de face. Il mesure désormais 1 cm, et les oreilles, le nez et la bouche commencent à apparaître. Des deux côtés du petit embryon, on distingue aussi l'amorce des bras qui rappellent des petites pagaies. L'embryon a 6 semaines et approche les 15 mm de long. Et ceci sera bientôt un bras. Un groupe de cellules spéciales a reçu l'instruction de créer une main. Grâce au microscope électronique, on aperçoit les doigts au début de leur formation. Ils ressemblent à des palmes. Mais certaines cellules ont été programmées pour mourir, et au fur et à mesure qu'elles disparaissent, de petites dépressions se creusent, permettant aux doigts de prendre forme. Cette menotte a maintenant 6 semaines. Une semaine a passé. L'être humain en formation mesure alors presque 2 cm et pèse quelques grammes. Nous sommes à nouveau à l'extrémité inférieure de l'embryon, où ce petit bourgeon proche de la queue va se transformer en jambe. On voit bien ici l'amorce des 2 jambes de chaque côté du moignon de queue. Et voilà la jambe à un stade un peu plus avancé. L'embryon a maintenant 7 semaines. Et il ressemble de plus en plus à un être humain. À l'intérieur du corps, la formation de tous les organes importants se poursuit. La mère doit nourrir son bébé presque depuis le début de la grossesse, et son corps lui indique clairement qu'elle doit manger davantage. Quand l'embryon se développait dans les parois de l'utérus, il était une sorte de parasite qui rivalisait avec la mère pour se nourrir. Mais il a désormais 9 semaines et est devenu en 60 jours, à partir d'une unique cellule, un fœtus qui en compte maintenant des millions. Ce qui ne l'empêche pas d'être toujours très petit avec ses 4 cm et son poids de 12 grammes seulement. Le fœtus reçoit maintenant sa nourriture grâce à un système compliqué qui s'appelle le placenta et que l'on voit ici en bas de l'image. Il s'agit d'une vaste zone de contact entre la mère et l'enfant.
Et c'est par cette surface d'environ 15 mètres carrés que la vie va passer et que l'oxygène et les éléments nutritifs parviendront au fœtus. Ici en bas, la partie plus claire fait partie du fœtus qui a pénétré les vaisseaux sanguins de la mère à l'aide de milliers de petites saillies filiformes. Et ce sont les globules de la mère que nous voyons flotter autour de la partie fœtale du placenta. Et voilà le cordon ombilical qui est relié au placenta. Il s'agit d'un élément de sécurité ingénieux, évitant que le sang de l'enfant se mélange à celui de la mère et reçoive ainsi des substances nocives. Certains scientifiques affirment que la nourriture fait l'objet d'une lutte continuelle entre la mère et l'enfant. On sait aujourd'hui qu'en cas de crise, les éléments nutritifs sont d'abord envoyés au cerveau de la mère. Et grâce au cordon ombilical, le fœtus fait exactement la même chose, alimentant seulement ensuite le reste du corps. Mais si la quantité de nourriture est suffisante, les organes continuent à se développer. Voici la main au cours de la 9e semaine. Et si les cellules peuvent continuer leur travail de façon ininterrompue et s'en tenir au calendrier de production qu'elles ont en mémoire, elles vont créer la main avec tous ses détails et des doigts parfaitement formés. Encore la main, mais après 11 semaines de développement dans le fœtus. Et ici les doigts, très agrandis par la caméra. À la 12e semaine, on distingue déjà les os des 2 mains et des bras. Le fœtus a maintenant 17 semaines. Et voici le stade de formation des pieds au cours de la 9e semaine. Les doigts de pied, très bien formés, sont apparus un peu plus tard. Et lorsque les pieds ont atteint une certaine phase de développement, ce sont alors les jambes qui commencent à grandir. Le fœtus a maintenant 4 mois et mesure 16 cm. Nous distinguons une partie de la jambe inférieure à travers la peau très fine. À ce moment-là, le reste du squelette est toujours constitué de cartilage. Et voici le fœtus une semaine plus tard. Les premiers poils font leur apparition vers le 3e mois et vont peu à peu recouvrir la totalité du corps. On ne sait toujours pas pourquoi celui-ci se couvre ainsi d'une sorte de fourrure au stade fœtal. C'est peut-être l'héritage d'une phase de développement très ancienne, souvenir d'une époque où la fourrure avait alors une utilité pratique. Mais tous ces poils auront disparu au moment de la naissance, sauf sur la tête. Une petite moustache pousse sous le nez. Alors qu'à gauche, on distingue une main et à droite, un œil avec son sourcil. Le fœtus a maintenant 24 semaines et on voit bien que le visage est entièrement recouvert de petits poils. Et c'est parce qu'il pousse en biais à partir de la peau qu'il forme ces petits dessins. Voilà l'œil, il a 4 semaines et a été formé à partir des mêmes cellules que celles qui ont créé la peau.
Au début, les yeux ne sont que des petits trous sur les côtés de la tête. Et au centre de celle-ci, la bouche et le nez ne forment pour l'instant qu'une seule cavité. À la 6e semaine, l'œil est formé, mais il n'est pas encore à sa place. Il va alors se déplacer lentement vers l'avant du visage. Ensuite, le cristallin prend forme, mais il n'y a toujours pas de paupières. Et voilà l'œil quelques jours plus tard. Et à la 8e semaine. Plus tard, les yeux seront recouverts par les paupières qui resteront fermées. Ce qui n'est en fait pas grave, car il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Les yeux vont demeurer fermés pendant 3 mois. Et en même temps que la vue, le sens de l'ouïe se développe également. L'oreille externe existe déjà depuis la 5e semaine et la partie interne a été formée peu après. Mais elle n'est pas encore reliée au cerveau et ne fonctionne donc pas. Ce n'est que vers le milieu du 4e mois que le fœtus commence à percevoir son environnement. Par exemple, les bruits intestinaux de sa mère, le sang qui coule dans les veines et les battements du cœur. On pense que le fœtus apprend à reconnaître la voix de sa mère et celle de son père, et étrangement qu'il mémorise aussi la musique. Les scientifiques estiment désormais que le développement du cerveau du fœtus peut être stimulé depuis l'extérieur et que l'on peut entraîner ces cellules de la même manière que celle des muscles. Le cerveau déploie en effet une activité permanente, mais le fœtus ne pense pas. À quoi penserait-il d'ailleurs? En revanche, il est possible qu'il rêve, car on a relevé des mouvements rapides de ses yeux qui sont similaires à ceux que nous faisons nous-mêmes en rêvant. Alors, il rêve peut-être à la voix de sa mère ou à la musique qu'il vient d'entendre. Ou peut-être qu'il rêve de nourriture en suçant son pouce. Un grand nombre d'éléments font aujourd'hui penser que le bébé qui n'est pas encore né est beaucoup plus conscient et développé qu'on ne l'imaginait. Il s'est par exemple préparé très tôt et d'une manière remarquable au processus de la reproduction, dont il ne fera pourtant usage que dans quelques décennies. À 8 semaines, la partie externe des organes génitaux des garçons et des filles est quasiment identique. Ceci est donc peut-être une fille. Mais malgré la ressemblance, les deux sexes ont suivi une évolution totalement différente. Dès le début de la phase fœtale, les ovaires féminins produisent un nombre énorme d'ovules immatures, et chaque ovaire en contiendra 2 millions au moment de la naissance. Même chose chez le fœtus masculin, dont les testicules produisent des spermatozoïdes immatures en grande quantité. Le processus d'évolution prévoit ainsi très tôt de faire en sorte que la reproduction soit assurée. Fille ou garçon? Tout a été décidé dès le début en fonction de la composition génétique, c'est-à-dire des chromosomes. Si les gènes du père ont prédominé, une grande quantité d'hormones mâles, la testostérone, a été produite. Et le résultat sera donc un garçon.
Mais en l'absence d'hormones mâles, ce sont les estrogènes de la mère qui vont imposer le développement d'un embryon féminin. Et même si les parents savent souvent aujourd'hui que le bébé attendu est une fille ou un garçon, celui-ci demeure toujours un mystère et leur est encore étranger. Mais les parents peuvent pourtant déjà découvrir leur enfant grâce aux ultrasons. À l'intérieur, celui-ci n'arrête pas de bouger. Il est ici sur le dos avec sa tête à gauche. On distingue clairement la colonne vertébrale en bas de l'image et le corps du bébé qui fait des sauts. Et voilà le petit cœur qui bat, ici au centre de l'image. Il existe maintenant des techniques qui permettent de suivre le développement dans le ventre de la mère au fur et à mesure que celui-ci prend du volume pendant la grossesse. Ici, à 6 mois, et là, vers la fin de la grossesse. L'une de ces méthodes consiste à relier l'appareil à ultrasons à un puissant ordinateur, ce qui permet, grâce à une prise de vue en accéléré, de découvrir ces images d'un fœtus heureux et plein d'énergie. Un fœtus qui semble s'entraîner à faire des mouvements avec ses mains, comme s'il voulait communiquer par signes. Ici son dos, un bras et la tête. En ce moment, l'activité est plutôt intense, avec des battements de mains devant la bouche et un œil qui semble nous regarder fixement. Cette séquence unique nous emmène à l'intérieur de l'utérus. Le fœtus qui a 16 semaines s'agite et se tourne, mais on ne sait pas s'il dort ou s'il est éveillé. Les narines sont obstruées par du mucus. On distingue aussi le long cordon ombilical entre le placenta et le fœtus. Quant à l'organe sexuel bien développé, il ne laisse planer aucun doute, c'est un garçon. Le fœtus suce son pouce. Il s'entraîne pour le jour où le cordon ombilical sera coupé et où le bébé devra alors aspirer sa nourriture. Pour exercer son appareil digestif avant la naissance, le fœtus avale de grandes quantités de liquide amniotique, composé principalement de sa propre urine. Il fait aussi des mouvements respiratoires, inhalant toujours du fluide amniotique pour que ses poumons se développent normalement. Les études les plus récentes indiquent que c'est le bébé et non pas la mère qui déclenche le processus de la naissance. Il semble que le fœtus se manifeste quand il est prêt. C'est son cerveau qui envoie un signal qui va déclencher une activité hormonale, provoquant ainsi le début des contractions de l'utérus. Nous approchons de la fin de la grossesse. Cette image, prise à l'aide d'une caméra magnétique, montre que le fœtus a mis sa tête en bas contre le placenta. Il est vrai que la place commence à manquer. Il va bientôt naître, mais personne ne sait exactement quand. Sauf le fœtus, car c'est lui qui décide. Ce soir, les parents du futur bébé étaient invités à dîner. Mais leur bébé avait d'autres projets. On ne sait toujours pas ce qui déclenche le travail, mais une fois qu'il débute, l'utérus ne va pas cesser de se contracter. Ces contractions douloureuses des parois utérines provoquent lentement l'ouverture du col de l'utérus, laissant ainsi la voie libre au bébé. And here a new contraction. Now the head will come out.
Come on, push. The babysitter's coming up. Push, yeah. La naissance est un choc pour le nouveau venu. Il fait froid, c'est bruyant et la lumière est aveuglante. Et en plus, il faut maintenant respirer de l'air au lieu de liquide. L'une des choses probablement les plus difficiles de toute la vie. Mais le bébé s'adapte d'une manière étonnamment rapide. Et la proximité des parents est importante car il connaît déjà leur voix. Ce fut un long voyage. Depuis l'œuf tombant dans les trompes de Fallope, en passant par le moment où les cellules sont sorties de la coquille, jusqu'à cette minuscule créature préhistorique avec une queue, pour obtenir enfin cette créature humaine. Et quelle expérience que de manger à l'extérieur du ventre maternel. C'est ce que nous voyons ici depuis un angle entièrement nouveau, l'objectif se trouvant en effet à l'intérieur même de la bouche de l'enfant, où s'activent la langue et les lèvres. Voilà, un nouvel être humain a été créé, et c'est vraiment un miracle de l'amour.